Certaines personnes adoptent un enfant parce que leur cœur est trop plein. Ils débordent d'amour et choisissent de le donner à un enfant qui n'en a pas. Mais il existe un autre type d'adoption. Ce genre de choses n'a rien à voir avec l'amour. Le genre de situation où un enfant est amené dans une maison non pas pour être élevé, mais pour être utilisé, pas en tant que fille, en tant que serviteur, par commodité. En réponse à la question « Qui fera le travail que nous ne voulons pas faire ?» La famille Obiecina Donicza a adopté Chisom lorsqu'elle avait 6 ans. Ils ont annoncé au monde entier qu'ils offraient un foyer à un orphelin. Ils se disaient la même chose. Mais la vérité qu'ils n'ont jamais dite à voix haute, même entre eux, était plus simple et plus froide que cela. Où ils avaient dit besoin de quelqu'un pour cuisiner, faire le ménage, porter et aller chercher des choses. Et un orphelin de 6 ans, sans famille et sans voix, était exactement ce qu'ils recherchaient. Ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu avait déjà placé à l'intérieur de cet enfant. Ils n'auraient même pas pu, car ce que Dieu place en une personne ne peut être vu de l'extérieur. Seul le temps pourra le révéler. Et le temps avait beaucoup à dire sur Chisom. Elle était née à Neui. Son père était mécanicien. Un bon mécanicien, disait-on. Le genre d'homme dont les mains comprenaient les moteurs comme d'autres comprennent le langage. Il est décédé dans un accident de la route lorsque Chisom avait 3 ans. Sa mère, qui s'appelait Adaez, avait essayé. Elle vendait du tissu. Elle lavait le linge des gens. Warren les transportait d'une maison à l'autre, Chisom sur le dos et un petit sac contenant leurs affaires à la main, cherchant toujours un endroit stable où se poser. Elle n'en a jamais trouvé. Lorsque Chisom eut 5 ans, sa mère tomba malade d'une maladie que le pharmacien local ne put identifier et que l'hôpital où elle finit par arriver ne put guérir à temps. Adaez est décédée un mardi matin de mars. Chisom était assis devant la porte du service lorsque l'infirmière est venue frapper à la porte. À 5 ans, elle ne comprenait pas pleinement la mort, mais elle a compris le visage de l'infirmière et elle comprit que sa mère ne reviendrait pas par cette porte. Elle est restée assise devant ce service pendant 3 heures avant que quelqu'un ne pense à venir la chercher. Elle n'a pas pleuré. Elle pressentait déjà, elle a 5 ans, que les pleurs étaient quelque chose qu'elle devrait rationner avec soin, qu'un long et difficile chemin l'attendait et qu'elle devrait se préserver pour cela. Elle est d'abord allée voir sa tante. La sœur de sa mère, une femme nommée Ngozi, vivait à Neui avec son mari et ses 4 enfants. Tante Ngozi n'était pas une femme cruelle, mais c'était une femme fatiguée, une femme dont les ressources étaient déjà mises à rude épreuve, au point que sa famille ne pouvait plus les supporter. Chisom dormait sur une natte dans la cuisine. Elle était nourrie, pas bien, mais suffisamment. Elle n'a pas été battue, mais elle n'a pas été arrêtée non plus. Je ne suis pas réconfortée. Un enfant qui vient de tout perdre et à qui l'on n'a pas parlé mérite qu'on lui parle. Elle existait dans cette maison comme on existe un meuble, présente, fonctionnelle, sans qu'on y prête attention. Elle y a passé 8 mois. Puis le mari de tante Ngozi a perdu son emploi et l'idée de subvenir aux besoins d'une bouche supplémentaire est devenue impossible. Quelqu'un a suggéré les Obiecinas. C'était une famille Donicza, bien connue, à l'aise financièrement. Le mari, M. Obiecina, dirigeait une quincaillerie prospère. Son épouse, Mme Obiecina, que l'on appelait Mama Adaora, était connue dans leur église pour sa générosité. Elle organisait des collectes de nourriture. Elle rendait visite aux malades. Elle avait la réputation d'être une personne attentionnée. Ils eurent 3 enfants. Adaora avait 12 ans, Emeka, 10 ans, et le plus jeune, Kelechi, 7 ans.
Ils avaient aussi contacté le coordinateur des services sociaux de l'Église au sujet de l'adoption d'un enfant. Ils ont dit vouloir rendre l'appareil. Ils ont déclaré que Dieu les avait bénis et qu'ils se sentaient appelés à partager cette bénédiction. Le coordinateur des services sociaux de l'Église, un homme bon qui croyait ce que les gens lui disaient, a fait le lien. C'est ainsi qu'un samedi matin d'octobre, Tante Ngozi a mis les quelques affaires de Chisom dans un sac et l'a emmené à Onitsha. Chisom avait 6 ans. Elle tenait son petit sac à 2 mains et regardait par la fenêtre du bus pendant tout le trajet. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle repartait. À 6 ans, elle était déjà devenue une experte en matière de fugue. La maison Obiechina était grande, ou plus grand que tous les endroits où Chisom avait vécu. Une propriété avec un portail, un jardin et un générateur qui se mettait en marche la nuit. 3 voitures, une femme de ménage qui cuisinait et un agent de sécurité nommé Monday qui gardait le portail. Chisom pensa, en entrant, que les choses seraient peut-être différentes ici. Elle remarqua le canapé. Elle remarqua la télévision. Elle a remarqué l'odeur de nourriture provenant de la cuisine. Elle remarqua les 3 enfants qui l'observaient du haut de l'escalier. Adaora, l'aînée, la regarda comme on regarde quelque chose pour lequel on n'a pas encore décidé s'il faut l'accepter ou le rejeter. Emeka semblait simplement curieux. Kelechi se curait le nez en regardant le plafond. Madame Obiechina fit entrer Chisom dans le salon. Namuel s'assit en face d'elle et la regarda un instant. Puis elle dit, d'une voix non pas méchante, mais très précise, « Tu es le bienvenu ici. C'est ta maison maintenant. Tu iras à l'école. Tu seras nourri. Tu auras des vêtements. En retour, nous attendons de toi que tu sois serviable, que tu aides à la maison, que tu sois respectueux et travailleur. Tu comprends ?» Chisom acquiesça. Elle avait 6 ans et elle comprenait parfaitement. Ce n'est pas ce que Madame Obiechina pensait avoir compris, mais que se cachait réellement derrière ces mots soigneusement choisis. « Vous êtes ici pour travailler. Il s'agit d'une transaction. N'oubliez pas votre place. » La transaction est apparue clairement dès la première semaine. La femme de ménage cuisinait, mais Chisom a fait la vaisselle. La femme de ménage a balayé les pièces principales. Mais Chisom a nettoyé les salles de bain. Chisom allait chercher de l'eau quand le robinet était lent. Chisom repassait tous les matins les uniformes scolaires des 3 enfants au Obiechina. Chisom était le premier levé et le dernier couché. Et pourtant, Chisom est allée à l'école. C'était la seule chose que Madame Obiechina avait dite, qui était entièrement vraie. Chisom est allée à l'école. Et l'école était le seul endroit de sa vie où cette transaction ne s'appliquait pas. À l'école, il n'y avait pas de vaisselle à faire, plus de salle de bain à nettoyer, pas d'uniforme à repasser avant l'aube. À l'école, il n'y avait qu'un bureau, un livre, la voix du professeur et le monde qui s'ouvrait page après page sur quelque chose de vaste et d'extraordinaire. Chisom aimait l'école comme une personne maintenue dans une pièce sombre aime la lumière du soleil, complètement, désespérément, avec chaque partie d'elle-même. Son institutrice, une femme nommée Madame Hez, l'a remarqué dès le premier mois. Elle a gardé Chisom après les cours un après-midi. Elle regarda attentivement cette petite fille tranquille et dit « Tu es très intelligent, tu le sais ?» Chisom la regarda. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Elle ne savait pas quoi en faire. « Oui, maman, » dit-elle, parce que c'était la seule réponse qu'elle savait donner. Madame Hez la regarda un instant de plus, puis elle a dit « Je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Quoi qu'il se passe à la maison ou à l'école, vous êtes l'égal de tous les enfants de cette salle, plus qu'égaux. Ne laissez personne vous enlever cela. » Ce jour-là, Chisom rentra chez elle avec ces mots qui lui résonnèrent dans la poitrine comme une douce chaleur. Elle a fait la vaisselle, elle a frotté la salle de bain,
elle a repassé 3 uniformes. Mais les mots étaient toujours là lorsqu'elle s'est allongée sur son tapis ce soir-là, plus qu'égaux. Elle les tenait comme une torche dans un endroit sombre. Et elle ne lâcha pas prise. Les années passèrent, Chisholm grandit. Son travail a évolué avec elle. En vieillissant et en devenant plus forte, Madame Obietchina lui trouvait de plus en plus de tâches à accomplir. Elle aidait maintenant à la cuisine. Elle est allée au marché. Elle a lavé les voitures samedi matin. Pendant les vacances scolaires, elle aidait à la quincaillerie, portant, triant, servant les clients, tandis que Monsieur Obietchina était assis dans son bureau et que Madame Obietchina était assise derrière le comptoir à les observer. Les 3 enfants d'Obietchina avaient des cours supplémentaires, des cours pour leurs cours. Chisholm avait l'école et le travail et un tapis dans la pièce attenante à la cuisine, qui était techniquement un débarras, mais qui avait été aménagé pour lui faire de la place. Elle n'avait pas de cours supplémentaires. Elle n'en avait pas besoin. Après avoir terminé son travail, elle s'asseyait à la table de la cuisine et elle apprenait toute seule, à la lueur d'une petite lampe torche, lorsque le générateur fut éteint, à la lumière de l'écran de son téléphone qu'elle avait reçu à 14 ans pour faire des courses. Elle a appris par elle-même. Elle a lu tout ce qu'elle a pu trouver. Et les enfants d'Obietchina laissaient traîner leurs manuels scolaires sans y porter d'intérêt. Et Chisholm les lut tous. Elle lisait des livres empruntés à la bibliothèque de l'école. Elle lisait les journaux laissés sur la table du salon. Elle lisait les étiquettes des produits au dos des emballages dans la quincaillerie lorsqu'il n'y avait pas de clients. Elle lisait parce que la lecture était la seule chose que personne n'avait pensé à lui enlever. Et elle était, comme l'avait dit Madame Hez, plus qu'égale. Ses résultats l'ont prouvé à chaque trimestre. Première de sa classe à l'école primaire, première de sa classe au collège. Pas toujours, à chaque fois. Madame Obietchina regarda les bulletins de résultats avec une expression que Chisholm avait appris à lire au fil des ans. Pas l'orgueil, calcul. De bons résultats signifiaient que Chisholm était rayonnante. Et le fait que Chisholm soit rayonnante reflétait la qualité de la famille qui l'avait accueillie. L'Église a déclaré que c'était une véritable bénédiction que les Obietchina aient offert une telle opportunité à cet orphelin. Madame Obietchina a accepté le compliment. Elle n'a pas mentionné les salles de bain. Elle n'a pas mentionné le tapis dans le débarras. Elle n'a pas mentionné la torche. C'est lors de sa dernière année de lycée que la première véritable bataille a eu lieu. On avait proposé quelque chose à Chisholm. Son école l'avait proposé, la seule élève de sa promotion, pour une bourse d'études du gouvernement fédéral. Bourse complète. Frais de scolarité universitaire entièrement pris en charge. Logement inclus. La lettre est arrivée à l'école. De l'école a appelé Madame Obietchina. Madame Obietchina rentra chez elle, s'assit dans le salon et appela Chisholm. Chisholm se tenait devant elle. « J'ai eu des nouvelles de votre école aujourd'hui », a déclaré Madame Obietchina. « Oui, maman. »« Ils disent qu'il y a une bourse d'études. »« Oui, maman. » Madame Obietchina la regarda. « Je veux que vous compreniez quelque chose, dit-elle. Nous avons investi 12 ans en vous. Nous vous avons nourri, logé, habillé, payé vos frais de scolarité. Cet investissement mérite un retour sur investissement. » Chisholm était parfaitement immobile. Adaora va faire des études de droit, poursuivit Madame Obietchina. Emeka va se lancer dans l'ingénierie. Pour Kelechi, nous n'avons pas encore pris de décision. Nous avons 3 enfants, 3 frais de scolarité. Le commerce de quincaillerie n'est plus ce qu'il était. Nous avons besoin de toi, ici. Il y a du travail à la boutique. Tu connais le métier. Tu peux bien le gérer. Pas besoin de diplôme universitaire pour tenir une quincaillerie. Silence. La bourse, commença Chisholm.
J'irai voir quelqu'un d'autre, a déclaré Madame Obiecina. Quelqu'un qui n'a pas d'obligation. Chisholm se tenait là, 18 ans, debout dans le salon de la maison qu'elle avait lavée, cuisinée et ménagère pendant 12 ans. Regardant la femme qui s'était assise en face d'un enfant de 6 ans et avait effectué une transaction. Et quelque chose s'est produit au sein de Chisholm, quelque chose qui se préparait discrètement depuis 12 ans et qui était maintenant, enfin, prêt. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a parlé. « Avec tout mon respect, oh maman !» dit-elle d'une voix si assurée qu'elle en fut elle-même surprise. « Tu n'as rien investi en moi. J'ai travaillé dur chaque année passée dans cette maison. J'ai fait le ménage, la cuisine, j'ai porté les affaires, j'ai servi et je l'ai fait sans me plaindre. Je suis reconnaissante pour le toit et la nourriture. Je suis reconnaissante pour les frais de scolarité. Mais nous ne sommes pas à égalité en termes de dette. Au contraire, le compte est à l'équilibre depuis longtemps. » Le visage de Madame Obiecina changea. « J'accepte la bourse, » a déclaré Chisholm. « Je l'ai méritée. Elle est à moi. Et j'irai. » Elle se retourna. Elle retourna dans sa chambre. Elle était assise sur son tapis. Ses mains tremblaient, mais elle avait l'esprit clair, plus clair que jamais. Elle a accepté la bourse. Monsieur Obiecina, qui avait largement laissé la gestion de Chisholm à sa femme, ne dit rien lorsque celle-ci le lui annonça. Il contempla longuement sa tasse de thé, puis déclara qu'il supposait que la jeune femme l'avait bien méritée. Madame Obiecina n'a pas parlé à Chisholm pendant 3 semaines. Puis, un matin, elle vint dans la chambre de Chisholm avec une petite enveloppe. Elle l'a posée sur le tapis. Hélas, est partie sans rien dire. Chisholm l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Pas grand-chose, mais c'est réel. Une indemnité de transport, peut-être, ou peut-être autre chose. Chisholm l'a mis dans son sac. Elle a fait ses valises. Elle prit ses certificats, ses papiers et sa lampe torche. Elle a quitté le tapis. Elle a quitté le débarras. Elle prit le bus pour Abuja et entama le premier chapitre d'une vie qui lui appartenait entièrement. L'université était le premier endroit dont Chisholm se souvenait où elle s'appartenait entièrement. Aucune transaction, aucune obligation ne vous sera imposée à l'entrée. Une chambre à elle, un cursus qu'elle avait choisi et un avenir qu'elle construisait de ses propres mains. Elle a étudié l'économie. Elle avait fait ce choix délibérément. Elle avait observé le secteur de la quincaillerie pendant 12 ans et avait compris, même enfant, en triant des boulons et en transportant des sacs de ciment, que la circulation de l'argent dans une entreprise était un langage. Et elle voulait le maîtriser. Elle l'était. Elle a terminé première de sa promotion. Son visage a été publié dans le journal de l'université. Ses professeurs lui ont rédigé des lettres de recommandation qui disaient des choses comme « En 20 ans d'enseignement, je n'ai rencontré que 3 étudiants de ce calibre. » Elle a reçu une offre d'emploi avant même d'être diplômée. Cabinet de conseil financier à Lagos. Poste débutant. Bon salaire. Perspective d'avenir. Elle l'a pris. Elle a déménagé à Lagos. Elle travaillait. Ce qui s'est passé au cours des 8 années suivantes est le genre d'histoire qui paraît simple vue de l'extérieur. Elle a travaillé dur et elle a réussi, mais qui n'est simple que si l'on ignore le prix à payer. Elle travaillait plus dur que tous ceux qui l'entouraient, car elle travaillait depuis l'âge de 6 ans et ne connaissait pas d'autre façon de faire. Elle économisait plus soigneusement que tous ceux qui l'entouraient, car elle avait passé 12 ans sans rien posséder, qui lui appartiennent entièrement. Et elle comprenait la valeur de la propriété d'une manière que les personnes qui ont toujours possédé des choses ne peuvent pas pleinement comprendre. Elle a été promue, puis promue à nouveau, et puis, à 28 ans, elle était consultante senior. À 30 ans,
On lui a proposé un partenariat. Elle l'a pris. À 32 ans, elle a créé sa propre entreprise. Au départ, c'était une petite structure. 2 employés. Un bureau modeste à Lekki. Mais elle avait passé 12 ans à observer une entreprise de quincaillerie. Elle savait comment les entreprises fonctionnent. Elle connaissait leur rythme, ou leur pression et les moments où une décision prise rapidement vaut mieux qu'une décision mûrement réfléchie. Son entreprise s'est développée. À 35 ans, elle employait 30 personnes. À 38 ans, elle avait des bureaux à Lagos, Abuja et Port Harcourt. Son nom figurait dans les publications économiques. Elle a été invitée à prendre la parole lors de conférences. Elle siégeait au conseil d'administration de 2 sociétés. De tous les points de vue utilisés dans le monde pour mesurer de telles choses, elle était une réussite. Mais la mesure qui importait le plus à Chisom était d'une autre nature. C'était la taille d'une fillette de 6 ans, assise devant un service d'hôpital, un petit sac à la main. La portée d'une lampe torche dans un entrepôt sombre. La mesure d'une femme qui l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit qu'elle était plus qu'égale à elle. De ce point de vue, elle avait tout dépassé. C'est l'année de ses 38 ans que les Obiechina sont revenus. Pas ensemble, séparément. Adaora est arrivée en premier. Elle a appelé le numéro du bureau de Chisom, qu'elle avait trouvé dans les publications économiques, et a laissé un message. Chisom a rappelé. Ils se sont retrouvés pour déjeuner à Lagos. Adaora avait 44 ans. Elle avait exercé le droit pendant quelques années avant de le quitter. Elle s'était mariée et avait divorcé. Elle élevait seule ses 2 enfants. Elle paraissait fatiguée, d'une manière qui n'était pas due à l'âge, mais à un poids plus profond. Et elles étaient assises, l'une en face de l'autre, et Adaora regarda Chisom, la femme discrète et élégante qui autrefois nettoyait sa salle de bain tous les matins, et elle dit « Je n'ai pas été gentille avec toi quand nous étions enfants. Je veux que tu saches que je le sais. » Chisom la regarda. « Tu étais un enfant, » a dit Chisom. « Tu as fait comme ta mère. »« C'est généreux, » a déclaré Adaora. « C'est exact, » a déclaré Chisom. Ils ont déjeuné. Ils ne sont pas devenus des amis proches, mais la conversation avait été authentique, et c'était déjà ça. Emeka est arrivé ensuite. Il était dans une situation difficile. Son entreprise d'ingénierie avait fait faillite. Il avait une femme et 3 enfants et des dettes qui l'accablaient de toutes parts. Quelqu'un lui avait parlé du cabinet de Chisom. Il se rendit à son bureau. Il s'assit en face de son bureau et lui demanda si elle avait du travail à lui confier. Chisom regarda cet homme qui l'avait vu porter les charges, nettoyer le sol et servir pendant 12 ans sans jamais prononcer un seul mot pour la défendre. Elle le regarda longuement. Puis elle a dit « Envoyez-moi votre CV. Je vais y jeter un œil. » Elle l'a regardé. Elle lui a fait signer un contrat. Ce n'est pas une faveur. Un contrat, des conditions claires, des livrables, un paiement à la fin des travaux. Il a tenu parole. Elle a payé. Il est revenu avec plus de travail. Elle le lui a donné. Voilà comment elle a aidé. Non par culpabilité, non par sentimentalisme, non par besoin de prouver quoi que ce soit, par choix. Un choix lucide et délibéré. Parce qu'elle n'avait pas survécu à 12 années et construit 38 années de sa vie pour laisser l'amertume dicter ses décisions. Et puis Madame Obiechina. Madame Obiechina n'a pas appelé. Elle est apparue. Un après-midi, l'assistante de Chisom est venue lui dire qu'une femme âgée se trouvait dans le hall d'accueil. Elle n'avait pas donné son nom. Elle a précisé qu'elle connaissait Chisom personnellement. Chisom se dirigea vers la réception. Madame Obiechina était assise sur une des chaises près de la porte. Elle avait vieilli. Plus petite que dans les souvenirs de Chisom.
L'assurance qui emplissait chaque pièce où elle entrait avait laissé place à une certaine discrétion. Elle portait une jolie robe, mais elle était vieille. Chisom avait entendu dire que la quincaillerie avait fermé ses portes il y a 3 ans. Si elle leva les yeux quand Chisom entra. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Madame Obietchina a alors déclaré « Tu as bonne mine. »« Merci, » dit Chisom. Une pause. « J'ai entendu parler de votre entreprise », a déclaré Madame Obietchina. « Oui. » Une autre pause. « J'ai besoin d'aide », a déclaré Madame Obietchina. Elle ne l'a pas enjolivé, elle n'a pas prétendu qu'il s'agissait d'une visite amicale. Elle prononça les 3 mots clairement et attendit. Chisom regarda la femme qui avait recueilli une orpheline de 6 ans et lui avait donné un tapis dans un débarras. La femme qui avait tenté de lui ravir sa bourse. La femme qui avait parlé d'investissement alors qu'elle voulait dire transaction. Elle la regarda longuement, puis elle a dit « Venez dans mon bureau ». Elle a préparé du thé. Elle écouta. Elle a découvert ce qui était nécessaire. Elle a aidé. Pas tout, non sans condition, mais elle a aidé, car Chisom n'était pas devenue ce qu'elle était, en portant le passé sur ses épaules. Elle était devenue celle qu'elle était en le déposant. En choisissant, chaque jour délibérément en pleine connaissance de cause, d'aller de l'avant. Elle a aidé Madame Obietchina, puis elle est retournée travailler, parce qu'il y avait toujours plus de travail. Et le travail était le sien, tout, absolument tout, la sienne. Voici l'histoire de Chisom, la jeune fille qu'ils avaient fait venir chez eux pour faire la vaisselle, frotter les sols et repasser les uniformes avant l'aube. La fille avec la lampe torche dans le débarras. La jeune fille qui prit sa bourse, ses certificats et son petit sac, ne quitta ce complexe et ne se retourna jamais. La femme qui avait bâti quelque chose de si grand et de si réel que ceux qui l'avaient utilisé finirent par venir y chercher de l'aide. Cette histoire nous apprend 5 choses. Premièrement, ceux qui vous utilisent vous voient rarement vraiment. Les Obietchinas ont observé Chisom chaque jour pendant 12 ans sans jamais voir ce qui se trouvait réellement devant eux. Ils voyaient une paire de mains. Ils n'ont jamais perçu votre esprit. Votre valeur ne dépend pas de ce que ceux qui vous utilisent sont capables de reconnaître. Elle dépend de ce que Dieu a placé en vous avant même votre naissance. Deuxièmement, l'éducation est la seule chose qu'on ne peut vous voler si vous ne lui accordez aucune valeur. Madame Obietchina pouvait prendre le temps de Chisom, son travail, son enfance. Mais elle ne pouvait pas rester assise à la table de la cuisine le soir et empêcher les mots de pénétrer son esprit. Elle ne pouvait pas lui prendre le savoir qui se construisait discrètement dans l'ombre. Apprenez tout ce à quoi vous avez accès. Nul ne peut vous enlever le savoir de la tête. Troisièmement, dès que vous dites votre vérité, quelque chose change, pas forcément dans la pièce. Parfois, la pièce reste parfaitement inchangée, mais quelque chose change en vous. Chisom, à 18 ans, se tenait dans ce salon et a dit la vérité. Ses mains tremblaient, mais son esprit s'est éclairci. Dire la vérité ne consiste pas toujours à changer autrui. Parfois, il s'agit de se libérer soi-même. Quatrièmement, aider par conviction est différent d'aider par obligation. Chisom a aidé les Obietchina, mais elle les a aidés à sa manière, et en toute lucidité, par choix. Elle ne les a pas aidés par sentiment de dette envers eux. Elle les a aidés parce qu'elle avait décidé que l'amertume était trop coûteuse et que la générosité était un luxe qu'elle pouvait se permettre. Il existe une forme d'aide qui vous diminue, et il en existe une qui vous enrichit. Choisissez celle qui vous enrichit. Cinquièmement, et surtout, Dieu voit le débarras. Il voit le tapis au sol. Il voit la lampe torche. Il voit l'enfant repasser les uniformes avant l'aube et lire les étiquettes des produits, faute de mieux. Il voit tout et il enregistre tout.
et à chaque chose qu'il enregistre, il répond. Pas toujours rapidement, pas toujours comme on l'imagine, mais pleinement, sans exception, sans omission. Il répond à tout. Le débarras devient le bureau. La torche devient la lumière de la salle de réunion. Le tapis devient la chaise derrière le bureau. Dieu ne gaspille rien. Pas une année, pas une seule nuit, pas une seule torche. Dans cette vie, aucune condition n'est permanente. Ce qui te retenait au sol, Dieu s'en est servi pour te fortifier. Et ce qu'il n'aurait jamais imaginé que tu deviendrais, tu l'étais déjà. Dieu avait juste besoin de temps pour le leur montrer. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à African Tales Hub et activez les notifications. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle histoire.